J'ajoute qu'avant de critiquer ma communication, les sociétés savantes pourront, sans beaucoup de frais, équiper une expédition scientifique qui aurait pour mission d'étudier ces manuscrits sur place et d'en vérifier ainsi la valeur historique. Nicolas Notovitz. PS. Au cours de mon voyage, j'ai tiré beaucoup de photographies très curieuses, mais lorsque de retour aux Indes j'ai examiné les négatives, il s'est trouvé qu'elles étaient toutes abîmées. C'est pourquoi j'ai dû, pour illustrer mon livre, avoir recours à l'extrême obligeance de mon ami M. d'Auvergne qui avait fait un voyage au Himalaya et qui m'a gracieusement offert quelques-unes de ses photographies. La vie inconnue de Jésus-Christ. Voyage au Tibet. Pendant mon séjour aux Indes, j'eus souvent l'occasion de m'entretenir avec des bouddhistes, et les récits qu'ils me firent sur le Tibet eurent le don d'exciter tellement ma curiosité que je résolus de faire un voyage dans ce pays encore peu connu. Dans ce but, je choisis une route qui se dirigeait à travers le pays de Cachemire, que je me proposais de visiter depuis longtemps. Le 14 octobre 1887, je montai dans un compartiment de chemin de fer absolument bondé de militaires et me rendis de Lahore à Rawalpindi, où j'arrivai le lendemain vers midi. Après avoir pris quelques repos et visité la ville à qui sa garnison permanente donne l'aspect d'un camp de guerre, je fus acheter les objets qui m'étaient nécessaires sur une route, au lieu d'une voie ferrée. On emploie encore le mode de traction des chevaux. Aidé de mon serviteur, nègre de Pondichéry, j'emballai tout mon bagage, louai une tonga, sorte de véhicule à deux roues tiré par deux chevaux, et, m'étant installé sur la banquette d'arrière, commençai à parcourir la pittoresque route qui mène du côté du Cachemire. Notre tonga prit bientôt une allure très rapide sur cette magnifique route. Il nous fallut louvoyer avec beaucoup d'adresse au milieu d'une grande caravane formée par un convoi militaire dont les bagages, portés à dos de chameau, faisaient partie d'un détachement qui, du camp, rentrait en ville. La vallée du Penchap finit bientôt, et, en grimpant un chemin aux sinuosités infinies, nous nous engageâmes dans les contreforts de l'Himalaya. Les pentes devinrent de plus en plus abruptes. Derrière nous se déroula le panorama délicieux de la région que nous venions de traverser et qui s'abîmait de plus en plus à nos pieds. Le soleil venait d'embraser d'un dernier regard lasser les cimes des montagnes quand notre tonga sortit gaiement des zigzags qu'elle dessinait sur la crête d'une montagne boisée au pied de laquelle s'est si confortablement installée la petite ville de Murree. C'est là qu'en été, des familles entières de fonctionnaires anglais viennent chercher un peu d'ombre et de fraîcheur. Ordinairement, on peut aller en tonga de Murree jusqu'à Srinagar, mais, à l'approche de l'hiver, saison où tous les Européens désertent le Cachemire, le service des tongas est suspendu. J'entrepris précisément mon voyage au moment où la vie commençait à se ralentir un peu, ce qui eut le don d'étonner fortement les Anglais qui me rencontrèrent sur leur route en s'en revenant aux Indes. Ils firent de vains efforts pour deviner le but de mon voyage au Cachemire. La chaussée n'étant pas encore entièrement construite au moment où je me mis en route, je louai des chevaux de selle et ce, au prix de beaucoup de difficultés. Le soir était déjà venu quand nous commençâmes à descendre de Murree, qui est à 5000 pieds d'altitude. Notre voyage n'avait rien de folâtre, sur une route noire et creusée d'ornières par les dernières pluies. Nos chevaux la devinaient plutôt qu'ils ne la voyaient réellement. Bientôt, la nuit se fit complète, une pluie d'orage vint nous surprendre en pleine campagne, et, grâce aux chênes touffus et plus que centenaires qui bordaient notre route, nous fûmes bientôt plongés dans d'insondables ténèbres. Aussi, pour ne point courir le risque de nous perdre l'un l'autre, nous appelâmes-nous à haute. Vois tout le temps que dura notre course. Dans cette obscurité impénétrable, nous devinions de lourdes masses de roc presque au-dessus de nos têtes. À gauche de la route, mugissait un torrent dont l'eau formait une cascade que les arbres nous dérobaient. Il y avait environ 2 heures que nous pataugions dans la boue et que la pluie glacée nous transperçait jusqu'aux moelles, quand nous aperçûmes de loin un petit feu qui surexcita nos forces. Mais que ces feux-là sont trompeurs au milieu des montagnes. On croit le voir brûler tout près de soi et il disparaît tout d'un coup pour réapparaître de nouveau, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dessus, tantôt au-dessous de vous, comme s'il prenait plaisir à se jouer du voyageur harassé. Pendant ce temps, le chemin fait 1000 détours au zigzag de ça de là, et le feu, immobile, semble être animé d'un mouvement continuel. L'obscurité nous empêche, en effet, de reconnaître que nous-mêmes modifions notre direction à chaque instant. J'avais déjà abandonné tout espoir de m'approcher de ce feu tant désiré, quand il apparut de nouveau, cette fois, si près de nous que nos chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes. Il me faut ici remercier très sincèrement les Anglais pour la prévoyance dont ils ont fait preuve en bâtissant sur toutes les routes de petits bungalows, sorte de maisons composées d'un rez-de-chaussée et destinées à abriter les voyageurs. Il est vrai qu'il ne faut point exiger le confort dans ces sortes d'hôtels. C'est là une chose à laquelle un voyageur brisé de fatigue ne pense d'ailleurs même pas, et il est au comble du bonheur en trouvant à sa disposition une chambre propre et sèche. Sans doute, les hindous ne s'attendaient pas à voir arriver un voyageur à cette heure avancée de la nuit et dans une pareille saison, car ils avaient emporté les clés du bungalow dont il nous fallut forcer la porte. Je me précipitai sur le lit qu'on venait de me préparer qui se composait d'un oreiller et d'un tapis trempé d'eau, et je m'endormis presque aussitôt. À la pointe du jour,
Après avoir pris du thé et un peu de conserve, nous reprîmes notre route, baignés dans les rayons brûlants du soleil. De temps à autre, nous rencontrions des villages, d'abord dans un défilé superbe, puis le long de la route qui serpente au sein des montagnes. Nous descendîmes enfin jusqu'à la rivière Jhelum dont les eaux coulent avec grâce au milieu de rochers dont son cours est obstrué, entre deux gorges dont les cimes, en plusieurs endroits, atteignent presque la voûte azurée du ciel de l'Himalaya, ciel qui se montre ici remarquablement pur et serein. Vers midi, nous arrivions à un hameau appelé Tong, situé au bord de la rivière et qui présente une unique rangée de cabanes, faisant l'effet de quais ouverts sur la façade. On y vend des comestibles et toutes sortes de marchandises de détail. Les hindous y pullulent, portant au front les insignes diversement coloriés de leur caste. On y voit aussi de beaux cachemiriens vêtus de longues chemises blanches et de turbans également blancs.